pourquoi il peut gagner. Nous sommes avec Axel Gilden. Bonjour à vous, grand reporter au service Monde de l'Express. C'est vous qui avez coordonné ce dossier. On est ravis de vous retrouver sur le plateau du Temps de l'Info. Donc l'Express, évidemment, dans les kiosques à partir d'aujourd'hui. Pour en parler également, Pierre Aski, éditorialiste international LCI, Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'ERIS, et Magali Barthès, éditorialiste international LCI. Vous étiez pratiquement à toutes les dernières élections aux États-Unis. Vous connaissez parfaitement ce terrain électoral. Jacques Partouche, vous avez lu un des éléments de ce dossier qui vous a beaucoup intéressé. Le fait est que Donald Trump, pour cette saison électorale, a une meilleure équipe que précédemment. Oui, et c'est probablement à cette équipe qu'on doit le fait que sa campagne semble un petit peu moins chaotique. C'est ce binôme dont je veux vous parler aujourd'hui. À gauche, c'est Susan Wiles et à droite, Chris LaCivita. C'est ce duo en fait qui œuvre a priori en coulisses à 2 mois des primaires. Alors Susan Wiles, d'abord, elle a 66 ans. Elle a travaillé pour de grands cabinets de lobbying très puissants, mais sa carrière, c'est principalement dans les campagnes politiques républicaines qu'elle l'a fait, tout en fuyant les projecteurs et la presse. D'ailleurs, je n'ai trouvé quasiment aucune image d'elle. C'est la preuve qu'elle est extrêmement discrète. Alors, elle est décrite par son entourage comme un rock, comme la meilleure dans son domaine. Son parcours est d'ailleurs assez inhabituel quand on le regarde pour un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche, parce qu'elle n'a pas fait des études extrêmement glorieuses, elle les a d'ailleurs même pas terminées. Donc c'est vraiment son talent qui lui a permis de se forger cette place-là. Et à ses côtés, son binôme, Chris LaCivita, 57 ans, né en Pennsylvanie. C'est un ancien marine qui lui aussi a forgé sa réputation tout au long de sa longue carrière de conseiller politique aux côtés de candidats républicains à chaque fois. 2 professionnels de la politique donc, qui sont aujourd'hui à la tête du comité de réélection de Trump, et ce depuis septembre 2020. Dans ce comité, il y a également d'anciens de la Maison-Blanche et d'anciens membres de ses campagnes précédentes, mais alors beaucoup moins sulfureux qu'un Steve Bannon par exemple, ou que son avocat un petit peu douteux Rudy Giuliani, qui eux semblent s'être mis un petit peu à l'écart, tout comme ses enfants d'ailleurs, qui étaient extrêmement présents lors des campagnes précédentes et là qu'on semble ne plus trop voir. L'ex-président, je cite justement une phrase de l'Express, l'ex-président est plus aguerri et s'est entouré d'une équipe très intelligente, pointue, qui mène une campagne efficace et disciplinée. Une influence évidente quand on regarde effectivement la campagne que mène aujourd'hui Trump. Il n'a donné que très peu d'interviews, il n'a participé à aucun débat politique. Alors vous allez me dire, il a passé beaucoup de temps au tribunal. Effectivement, toujours est-il qu'il semble s'être qu'il semble avoir fait peau neuve, en tout cas en apparence. Pour combien de temps ? La question reste entière. Merci beaucoup Jade, parce que c'est vrai que c'est une botte secrète, cette Susan Wiles en particulier, dans l'équipe de campagne de Trump. Oui, alors elle a plusieurs atouts, effectivement. D'une part, c'est intéressant, elle a participé à sa première campagne en 1980 sur la campagne de Ronald Reagan. Donc elle n'est pas née de la dernière pluie. Alors elle était petite main, elle avait 22 ans. Après, elle a participé à 2 autres campagnes présidentielles. Elle a fait quand même, dont 2 sur 3 victorieuses, celle de Trump et donc celle de Reagan. Elle connaît très bien Ron DeSantis, qui était l'un des rivaux, qui est toujours, mais enfin il est tellement loin derrière, c'est-à-dire le gouverneur de Floride, qui s'est présenté et qui espérait doubler Trump sur sa droite. Elle le connaît particulièrement bien, puisqu'après avoir fait la campagne de Trump, elle a fait élire Ron DeSantis en Floride, et puis Ron DeSantis l'a dégagé de son équipe. Donc ils sont 2 à haïr, Ron DeSantis, c'est-à-dire Donald Trump et elle. Et elle le connaît très bien, Ron DeSantis. Donc elle connaît ses faiblesses. D'accord. Et donc ça c'est elle connaît les cadavres dans les placards, elle connaît à peu près tout de lui. Voilà. Mais bon, et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi, elle est très discrète. Mais son père, en revanche, et ça plaît beaucoup à Trump, c'était une célébrité du football américain, devenu commentateur sportif. Donc c'est quand même ça plaît toujours à Trump, qui a mis avec beaucoup de sportifs, y compris avec O.J. Simpson, actuel joueur de golf et en privé avec Trump, et ex-prisonnier et ex-joueur de football américain. Et puis dernier point peut-être, il faut quand même aussi dire que Trump, malgré tous les conseils qu'on peut lui donner, y compris avec cette femme très mesurée, comme vous avez dit, etc., qui a beaucoup de bon sens, il est quand même incontrôlable. Donc, in fine, le dernier conseiller de Trump, c'est Trump lui-même. Oui. Donc, il peut partir en sucette. Il peut tout gâcher. Il peut gâcher une architecture. Il peut gâcher. Voilà. La réalité, quand même, et c'est ce que vous décrivez aussi bien dans votre dossier, c'est que c'était très chaotique. Vous disiez, Jade, pour la première élection. Là, on a affaire à des pros
ça peut l'aider quand même. Il y a moins de gens qui sont virés au bout de 3 mois, ou de Steve Bannon qui peut dire n'importe quoi. Et on a affaire à des gens qui sont des personnages extrêmement typés dans la politique américaine, c'est-à-dire des gens qui connaissent la carte électorale américaine par cœur, la sociologie. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une élection, c'est 50 élections, la campagne électorale américaine, et que des gens comme Susan Wiles sont effectivement des profils, on en connaît à chaque génération, qui sont les stars de leur secteur et qui jouent un rôle clé. Et là, on voit bien que l'appareil républicain a apporté ce savoir-faire que Trump lui-même n'est incapable de fournir tout seul. Donc il y a ce professionnalisme qui revient dans la course. Et effectivement, je suis d'accord que ça n'empêche pas Trump d'être en roue libre, et on le voit dans ses discours qui sont parfois très fantaisistes. Mais il y a derrière une machine électorale qui, elle, connaît le terrain et sait là où il faut appuyer. C'est cette Susan Wiles, donc, qui a aidé Trump à dézinguer, entre guillemets, à disqualifier largement Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui est un peu dans les choux. On va regarder avec vous, Magali, l'ensemble des candidats républicains aux primaires. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on part de la question de l'Express, pourquoi Trump peut revenir. Une des premières réponses, c'est qu'il domine largement le camp républicain. Est-ce qu'on peut voir tous les candidats? Pour l'instant, il est très loin devant. J'ai regardé juste un petit point sur les sondages, justement. 50, dans les primaires, primaires républicaines, 59% pour Trump. Numéro 2, donc Ron DeSantis, il est à 14%. Enfin, c'est vous dire l'écart. Et finalement, en numéro 3, une candidate dont on finit par parler plus, c'est Nikki Haley, qui est, elle, à 11%. C'est une femme, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, fille d'immigrés. Elle est en train de monter, ancienne ambassadrice à l'ONU. Hein, elle faisait partie de... C'était Trump, d'ailleurs, qui l'avait nommée. Et elle commence à quand même émerger un petit peu. Mais c'est vrai. Mais rien, elle mordit les mollets, pas plus. Mais Trump balaye tout. Il est à 59%. Et on voit bien, en effet, cette campagne de terrain dont parlait Pierre, qui se met en place déjà dans l'Iowa, par exemple, premier rendez-vous de ces primaires, où on voit la campagne Trump qui est en train de labourer le terrain, donc se professionnalise. Après, l'électorat de Trump, il aime les sorties de route de Donald Trump. J'ai assisté à un meeting de Donald Trump, c'est vraiment un show. Et les déclarations tonitruantes, ça fait partie aussi du spectacle, et c'est ce qu'attendent les gens qui viennent le voir. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même davantage bordé. Vous savez que Trump a refusé tous les débats, de participer à tous les débats républicains, mais qu'à la place, en fait, il se sert de ses procès comme d'une tribune politique. Et finalement, le discours de Trump, tout ça est une chasse aux sorcières, eh bien, ça marche dans son électorat qui reprend beaucoup ces paroles-là. Il faut quand même, oui, sur les sondages, il faut quand même regarder ce qui se passe en Iowa. C'est vraiment déterminant. Pourquoi l'Iowa? Parce que la primaire, le caucus plus exactement, qui a lieu, je crois, mi-février. Qu'est-ce que la différence, primaire caucus? Alors, c'est-à-dire que c'est pas exactement le même même façon de voter, pas les mêmes électeurs. C'est un peu technique, mais bon, en gros, c'est des primaires. Bon, voilà. Ce sont les militants républicains qui votent, mais comme historiquement l'Iowa est très important, ce sont des militants qui font leur devoir, qui suivent de très près. On regarde beaucoup ce qui se passe en Iowa, et d'ailleurs, Trump a prévu d'y aller 10 fois avant le 14 février. Il est d'ailleurs lui-même assez confiant, parce que j'ai parlé hier avec quelqu'un qui le connaît très bien, et qui me disait, il est confiant, il pense évidemment que tout le monde lui en veut, et que, enfin, c'est vraiment, c'est ce qu'il pense lui, c'est pour moi qui parle, qu'on lui a volé l'élection de 2020. Il est confiant, mais il prend quand même au sérieux, il vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire que dans l'Iowa, Nikki Haley, elle est plus qu'à 25. Oui. Et la dynamique, il reste encore 3 mois, la dynamique, elle peut un peu changer. Si Nikki Haley, je crois plutôt à elle, plus qu'à... Quoique, alors c'est un électorat qui est très, très blanc, aussi très, très chrétien, voilà. Mais en tout cas, que le reste du pays regarde, et dans cette primaire, et pourtant c'est un petit État, l'Iowa, c'est 3 millions d'habitants, le New Hampshire qui vient juste derrière, c'est 1 million. Pourquoi on le regardera?
Pourquoi toute l'Amérique va regarder ce caucus, cette primaire-là? Parce que c'est le début, c'est la première primaire, D'accord. si je puis dire. Et si Donald Trump fait un mauvais score, alors effectivement, une dynamique peut s'enclencher. Il y a déjà des gens qui sont un petit peu en embuscade, D'accord. notamment les gens dont vous avez parlé, qui ont envie de financer Nikki Haley, parce qu'elle est également très dans les débats. Elle s'est montrée très pugnace, elle est conservatrice, pas de problème. Donc ça leur va. Ce serait Reste quoi un à mauvais savoir score aussi pour elle. Ce serait quoi un mauvais score de Trump dans l'Iowa? Un mauvais score de Trump, je suppose que ça serait une très courte victoire, voire À une touche-touche défaite. avec Nikki Haley Voilà, ou avec c'est un ça. autre. Ce Ou serait avec ça. Ron DeSantis. Ça voudrait dire que les choses Voilà. ne sont pas dites. Voilà. La messe n'est pas dite chez les Républicains. La messe n'est pas dite. La messe D'accord. n'est pas dite. Et alors, bon, Nikki Haley, par ailleurs, ce qui sera intéressant de regarder, c'est qu'elle a déjà fait ses preuves électoralement en Caroline du Sud, ou du Nord, je confonds toujours, mais je crois que c'est le Sud. On va revoir Caroline du Sud. sa crois que fille c'est du d'identité. Mais elle est comment on dit, indienne américaine. Ouais. Donc, est-ce que l'électorat blanc, est-ce que ça, bon, elle a déjà fait ses preuves. Caroline du Sud. Dans voilà, un alors, pays, dans un État qui a 67% blanc, donc, mais l'Iowa c'est quasiment 100%. Voilà. Rendez-vous février. Rendez-vous février. Il va y aller 10 fois Trump. Il est là, franchement, Il va y aller 10 fois. Et fait bien, vraiment, il regarde ça de près. Hein. Ah oui. Ouais. La question, c'est de savoir si les deux candidats chefs de file aujourd'hui, que sont Trump et Biden, seront à l'arrivée dans quelques mois. Et parce que si vous regardez les chiffres, pour l'instant, c'est plus Biden qui perd que Trump qui gagne, si on prend l'image globale. Les derniers sondages montrent que Biden, par exemple, perd du terrain chez les jeunes et chez les Noirs américains. Ce qui est très problématique, puisque ce sont les deux catégories de population qui, théoriquement, devraient être acquises aux candidats démocrates. Or, c'est là qu'il a subi le plus grand nombre de pertes. Alors, peut-être qu'à un moment, les démocrates vont faire un autre choix parce que l'âge du capitaine. Et en particulier, ce qui était intéressant dans l'Institut de sondage américain disait que les jeunes étaient très sensibles aux mèmes. Vous savez, les mèmes, c'est ces petites vidéos ou photos de parodie de toutes les gaffes de Biden. Chaque fois qu'il fait une gaffe, il y a une sorte de culture web qui s'empare de la gaffe et qui transforme en ironie cruelle, et que ça a un impact énorme dans l'électorat jeune, parce que c'est le plus connecté. Et donc, peut-être qu'à un moment, les démocrates vont estimer qu'ils prennent un gros risque en gardant ce président vieillissant, et que de l'autre côté, selon le score que fera Trump, qui ne fait pas campagne contre les autres, il n'a pas participé au débat, mais si ces scores de l'Iowa et des premières primaires sont mauvais, peut-être qu'on voudra le débrancher aussi. Donc il y a peut-être un effet de surprise qu'il ne faut pas oublier dans le fait que les deux candidats qui s'affronteront dans un an ne seront pas forcément ceux que l'on croit aujourd'hui.